Du coup, je propose maintenant qu'on passe à l'intervention suivante. Désolé, on a déjà un peu pris de retard, donc je suis obligé de faire un peu avancer les interventions. Donc là, on va avoir Monsieur Louison Roger. Alors, on a eu déjà deux docteurs qui sont intervenus. Maintenant, on va avoir un ingénieur qui va intervenir, peut-être bientôt docteur un jour. Louison Roger, d'abord, je voulais commencer par dire que c'est un professeur du Dakar Institute of Technology. Donc, il connaît le DIT depuis ses débuts. Il était là, il était avec nous depuis le début. Et aujourd'hui, Louison est data scientist à Octo Technologies, qui est une énorme, j'allais dire une très grande société dans le numérique en France et probablement dans d'autres pays aussi. Et donc, qui travaille depuis près d'un an dans cette société. Donc, Louison va nous parler de l'inspection, de l'utilisation de l'IA pour l'inspection des composants, notamment dans l'industrie. Donc, Monsieur Roger, vous avez la parole. Merci Nicolas pour l'introduction. Bonjour à tous. Vous m'entendez bien? Oui, parfaitement, en tous les cas. Ouais. Ok. Ouais, donc comme le disait Nicolas, je suis consultant chez Octo Technologies, qui est une boîte de services française qui a un gros pôle d'intelligence artificielle. On a à peu près une centaine de data scientists ici. Et je vais vous partager ma présentation, qui sera mon support. Je vais vous partager mon écran. Partager l'écran. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'IA dans l'industrie. Je vais vous parler d'IA dans l'industrie. En fait, je fais partie d'une équipe qui s'appelle OJ. Donc, en fait, Octo Technologies est organisée en différentes tribus, en différents pôles d'expertise. On appelle ça les tribus. Attendez, je vais vous faire le diapo plutôt. Donc, je vais vous parler rapidement de ce qu'est la tribu et de cette spécialisation dans l'industrie. On verra ensemble ce qu'est l'inspection visuelle et notamment à quoi ça sert dans le monde industriel. Et ensuite, je vous montrerai, on a développé un outil, on appelle ça un asset, c'est une brique centrale qui nous permet de déployer une solution dédiée à l'inspection visuelle chez nos clients industriels. Donc, on verra ce qu'on a, donc le cœur du réacteur. L'asset en lui-même s'appelle VIO, Visual Inspection by Octo. Et je vous ferai une petite démo de code si on a le temps. D'accord ? Je ne sais pas si on est nombreux, mais j'ai envie de dire, n'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions. Donc, comme je vous le disais, je fais partie d'une tribu qui s'appelle OJ et on a pour vocation d'accompagner les industriels pour améliorer leur performance. Donc, moi, je travaillais avec L'Oréal, ST Microelectronics, on travaille avec le Total, Thales, des grands industriels comme ça. Pardon? J'ai cru que quelqu'un avait posé une question. Donc, ces grands industriels ont pas mal de données et les collectent et essaient de les valoriser dans leur process industriel. Donc, nous, on les accompagne. D'accord? Donc, ça, c'est un peu la vision macro. Donc, bon, voilà, je ne vais pas rentrer plus dans le détail là-dessus. Maintenant, on va se focaliser sur l'inspection visuelle, qui est un des use cases qu'on propose chez nos clients industriels. Je vais vous expliquer ce que c'est. Donc, ici, je vous explique d'abord par l'exemple et après, on prendra un petit peu de recul. Donc, ces différents exemples, ici, vous voyez, c'est un use case chez Sanofi, dans lequel on détectait dans des boîtes de pétrin. On utilise ça pour voir comment réagissent des bactéries ou bien des vaccins sur des virus. C'est assez d'actualité. On voyait qu'il y a un modèle de deep learning qui, par un modèle de box detection, va détecter et classifier une potentielle bactérie et la différencier d'une potentielle injection bénigne. Donc voilà, ça c'est un use case. Donc en gros, on prend une photo d'un produit
et on va détecter certaines choses dessus. Et c'est ce qu'on appelle l'inspection visuelle. C'est inspecter quelque chose visuellement. D'accord ? Donc ça, c'est l'exemple de chez Sanofi. Ici, c'est chez L'Oréal. On a fait, voilà, on prenait les tubes de crème. L'Oréal fabrique des tubes. On les prenait en photo avec une caméra thermique et on analysait la soudure plastique qui est faite pour fermer le tube. Et à partir de ça, on pouvait dire si le tube allait résister à une certaine pression. On entraînait un modèle qui, voilà, à terme, on a remplacé un test destructif. Au début, on faisait un test destructif avec une presse. Et finalement, un modèle de machine learning avec une caméra thermique, les deux combinés, permettent de dire si le tube est conforme ou pas aux standards de qualité de L'Oréal. Le troisième use case ici, c'était pour un client qui travaille avec des armateurs. Donc, c'est un drone qui rentre dans les cuves des bateaux, qui va détecter la corrosion sur les poutres pour potentiellement prévenir de potentiels trous et potentiellement faire des travaux derrière. Donc, c'est une inspection de la corrosion qu'il peut y avoir dans les cuves de bateaux. Et donc, on a développé un modèle qui va détecter la corrosion et la classifier avec un score. Plus elle est perforante, plus le score sera élevé. Donc, vous voyez ici, on a 3 use cases d'inspection visuelle qu'on a réalisés chez nos clients. Et donc, on a détecté un pattern commun. Donc, c'est quoi le pattern de l'inspection visuelle ? C'est d'avoir un produit chez un client qui peut être un tube, qui peut être chez Sanofi la petite boîte de pétri, qui peut être la cuve d'un bateau, ou qui peut être n'importe quoi en fait. Donc ça, c'est le produit qui passe sur une ligne de production sur laquelle on va faire une acquisition d'images grâce à des caméras. Ensuite, on va appliquer un modèle de machine learning. Donc, on va avoir une inférence, un résultat d'inférence, une output, une prédiction, une classification, une box detection, peu importe, j'ai envie de dire, mais on va avoir une intelligence. Suite à cette inférence, on va prendre une décision métier. Donc, par exemple, s'il y a donc sur par exemple le tube de chez L'Oréal, on va prendre la photo. Le modèle va nous dire si oui ou non la soudure répond avec un certain score. Et par exemple, on va dire si le score est supérieur à 0,8, la décision est que le tube est bon. Et si c'est inférieur, c'est on éjecte le tube de la ligne. D'accord ? Et donc, si c'est bon, voilà, il peut être livré. Si c'est pas bon, il est éjecté. Et puis enfin voilà, il y a une autre action qui est faite. D'accord ? Est-ce que c'est clair sur ce qu'est l'inspection visuelle et en quoi elle peut être utile à nos clients industriels ? Ou je suis peut-être allé un peu trop vite. C'est bon, je pense que c'est bon. C'est bon, c'est clair ? C'est bon, je comprends. Super. Et donc, en fait, nous, donc chez Octo, on s'est dit qu'on avait donc ce pattern qui était commun à plusieurs clients. On s'est dit qu'on allait créer un socle générique qui sera facilement adaptable à nos clients, qui te permettra de démarrer plus rapidement ces projets, sans repartir de zéro à chaque fois. Et donc, pour ça, on a créé Visual Inspection Orchestrator, qui est notre asset dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc là, c'est toute l'équipe qui a travaillé dessus. Bon, je passe ça. Donc voilà, le cœur du réacteur. En fait, pour avoir une brique générique facilement adaptable aux use cases et aux contraintes de nos clients, on a utilisé l'architecture hexagonale ou la clean archi. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. C'est un pattern de code de software, du développement software, qui consiste en quoi? Je vais vous expliquer. Qui consiste à découpler la partie métier de la partie infrastructure. Alors là, en fait, l'idée, c'est de tout ce qui est relatif au métier, au use case pur, on va la situer ici dans la partie domaine. Et tout ce qui est lié à l'infrastructure, ça va être… je vais expliciter plus en détail après.
Mais l'infrastructure, ça va être sur quoi je vais pouvoir stocker des images. Est-ce que je les stocke sur un blob storage dans le cloud ou est-ce que je vais les stocker sur un file system sur mon ordinateur? Ça va être, est-ce que j'utilise une base de données Postgre ou est-ce que je vais utiliser une base de données MongoDB? Tout ça, c'est l'infrastructure. Après, l'entité, c'est qu'est-ce que je vais manipuler comme objet dans mon use case. Donc ici, par exemple, sur L'Oréal, j'ai un tube. Donc, je manipule un tube et j'aurai peut-être dans mon code Python un objet qui s'appellera tube, qui aura un ID, un identifiant unique, qui aura une décision qui aura été prise par rapport à ce tube. Est-ce qu'il a été bien soudé ou mal soudé? Qui aura un timestamp à laquelle il aura été créé, etc. Donc, vous voyez, donc, tout ce qui est relatif au tube, à cet objet-là, on va appeler ça une entité et ça fera partie du domaine de tout l'aspect métier. Donc ça, je ne vais pas rentrer plus en détail parce qu'il y a vraiment des documents qui font plusieurs pages qui explicitent l'architecture hexagonale, mais c'est hyper intéressant. Sachez qu'on s'est inspiré vraiment de ce qui se fait dans le développement software. Bon, voilà, c'est un peu ce que je vous ai expliqué ici. L'aspect central, ça va être focalisé sur le domaine métier et les ports ici, ça va être des interfaces pour des implémentations d'infrastructures. Bon, j'imagine que c'est encore un petit peu abstrait tout ça, mais on va rentrer plus dans le… Je vais illustrer avec ce qu'on a fait sur notre plateforme, sur notre asset VIO. Alors, appliqué à notre contexte, ça donne quoi? Donc, VIO, comme je le dis, c'est une brique centrale qui permet de faire de l'inspection visuelle. Donc, on va avoir ici l'aspect métier. On va avoir en entité un item. Donc, un item, ça peut être soit le tube, soit la boîte de pétrin, soit voilà, ce qu'on va manipuler, ce qu'on va observer, ce qu'on va inspecter. D'accord? C'est quelque chose de visuel, on inspecte un objet. Ça, c'est notre item. C'est vraiment quelque chose de métier. Ça dépend de notre client, de ce qu'il fabrique finalement. On va avoir des règles métiers. Donc, par chaque client, par exemple, L'Oréal, ils viennent nous voir et ils me disent moi, je veux que mon tube soit bien soudé. Donc, on va faire une règle métier qui va transcrire le besoin du client en termes de qualité. Mais si c'est un Renault qui vient nous voir, lui, peut-être qu'il va dire je veux checker que ma voiture a ses 4 roues bien gonflées. Donc, la règle business va vraiment dépendre du métier du client chez qui on va déployer la solution. D'accord? Et on va avoir ici le superviseur qui va orchestrer tout ça. Donc, ça, c'est vraiment le use case principal qui va orchestrer le tout. Donc, c'est-à-dire, donc là, on a le process interne métier. Et après, on va avoir les ports génériques. Donc, qu'est-ce qu'on va manipuler? Nous, on va avoir des caméras parce que c'est une inspection visuelle. On a besoin de caméras, d'accord? On a besoin de prendre des photos. Donc, on va avoir un port caméra. Et ici, je peux connecter n'importe quel type de caméra. Ici, on va appeler ça le port, ici, vous voyez. Alors que fake caméra, PIC caméra, USB caméra, on va appeler ça des adapteurs. C'est des implémentations de ports. Donc, c'est différents types de caméras qu'on peut adapter. Donc, c'est là qu'on voit que notre architecture, elle est adaptable, customisable aux besoins du client. Par exemple, donc je vous fais un feedback vraiment de… Quand on a commencé le projet, ça a mis du temps, on a mis du temps à recevoir notre hardware. Donc, finalement, les caméras, on ne les a pas reçues tout de suite. Donc, au début, on avait une implémentation on avait un port caméra et on avait implémenté une fake caméra. La fake caméra, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle allait chercher dans un dossier une image aléatoirement. Et ça simulait le comportement d'une caméra. D'accord? Alors qu'après, on a finalement eu nos caméras USB qui, elles, prenaient réellement des photos. Et donc, on a juste eu à implémenter ce nouvel adapteur USB caméra pour remplacer notre fake caméra. Qu'est-ce qu'on va avoir comme port encore sur cette architecture hexagonale? On va avoir un modèle wrapper. Un modèle wrapper, c'est quoi? C'est ce qui va nous permettre c'est ce qui va contenir l'intelligence artificielle. Donc, c'est ce qui va vous permettre de servir un modèle de deep learning généralement, mais ça peut être aussi du ML, du scikit-learn, ce qu'on veut. Ici, au début, on avait utilisé pareil, un fake modèle, un modèle qui renvoie aléatoirement une probabilité, parce qu'on n'avait pas envie de passer trop de temps sur l'IA au début.
Et puis rapidement, on a changé, on a intégré un modèle de TensorFlow, on a utilisé une instance de TensorFlow Serving. Bon, pour ceux qui connaissent, TensorFlow Serving, c'est une solution conteneurisée qui permet de servir un modèle de deep learning TensorFlow. Donc, encore une fois, on avait le port générique ici, modèle wrapper, sur lequel au début, on a plugué quelque chose qui était fake. Et petit à petit, on s'est dirigé vers quelque chose de plus industrialisé, de plus proche de la cible. Qu'est-ce qu'on a d'autre en port? On va avoir un stockage de binaires. Pourquoi? Parce que toutes les photos qu'on prend, on va les enregistrer. On les enregistre parce qu'on se dit que potentiellement, les modèles, il va falloir les réentraîner. Les réentraîner avec des images qui seront annotées. Donc, on va stocker nos images dans un binary storage. Pareil, au début, quand on a commencé, on faisait ça en local sur nos machines, on utilisait un file system, c'est-à-dire on stockait dans nos dossiers sur nos ordinateurs. Et puis après, quand on l'a déployé dans le cloud, on utilisait un Azure Blob Storage pour stocker nos images. Vous voyez encore l'aspect agile et l'aspect évolutif que permet cette architecture et l'aspect aussi adaptable. C'est-à-dire que si demain, il y a un client qui vient et qui dit non, moi, je n'ai pas comme cloud provider, je n'utilise pas Azure, mais j'utilise AWS, on est capable de coder un adapteur en AWS. Et juste de le plugger là, et on n'a pas beaucoup de rework à faire. Et on a un dernier port qui s'appelle Metadata Storage. Bon, là, c'est pour stocker toutes les métadatas qui peuvent être liées à notre item. Comme je vous l'ai dit, ça peut être la décision, ça peut être son identifiant, ça peut être le timestamp à laquelle il est passé sur la ligne de production. Et tout ça, on peut le stocker soit dans une Postgre, dans une Mongo ou même dans un JSON qu'on va ensuite aller mettre sur un Azure Blob Storage. Voilà, on peut implémenter différents ports. Et tout ça va être orchestré grâce à de la configuration. C'est-à-dire, en fonction d'où on déploie, on va choisir quel adapteur implémenter, quel adapteur instancier. Et en fonction du client, en fonction du cloud sur lequel il est hébergé, en fonction de l'hardware qu'il possède, on va pouvoir s'adapter à ces contraintes. Donc, c'est vraiment un asset, peut-être même appeler ça une plateforme, qui permet de nous adapter aux besoins du client. Et d'avoir une brique sur laquelle on peut rapidement construire et déployer un use case d'inspection visuelle. Donc, globalement, le superviseur, il va faire quoi? Il va prendre une photo de mon tube, stocker les photos, stocker les métadatas associés au tube qu'il aura pris, faire l'inférence et re-sauvegarder l'inférence dans les métadatas. Et donc, tout ça, toute cette manipulation, et aussi appliquer les règles business sur l'item. Et donc, toute cette orchestration fait entre nos éléments métiers et nos éléments d'infrastructure. Ça, c'est le use case qui le gère. Donc, c'est le superviseur, la brique rouge ici. Est-ce que là, je vous montrerai bien un peu de code. Je ne sais pas si vous avez des questions sur ce slide précis, sur cette architecture, avant que je rentre rapidement dans le code. Si je peux me permettre, s'il vous plaît. Oui, allô? Oui? En fait, je disais, si on voit un peu l'architecture, ça me rappelle un peu comme les imprimantes 3D. Maintenant, le code métier ici, ce sont les spécificités qui ont été demandées. Par exemple, si on veut imprimer, je ne sais pas, une table, c'est le code métier le code métier au milieu ici. Ce sont la longueur, et puis la taille de table, la forme, c'est circulaire ou bien un truc carré, c'est ce qu'on veut demander. Moi, si je vois un peu votre système. Peut-être, en effet. Ouais, peut-être. Et du coup, après, j'ai du mal à voir au niveau infrastructure. Voilà, peut-être au niveau métier, ça serait effectivement la longueur de la table, etc. Et l'infrastructure, ça serait peut-être plus le type de plastique qu'on va fondre, ce genre de choses. Moi, je ne suis pas très, très familier avec les imprimantes 3D, donc j'ai du mal à vraiment rattacher à l'analogie. Mais peut-être qu'en effet, on pourrait faire un parallèle. Ouais. Allô, Oui. Roger?
En fait, est-ce qu'on peut ajouter, disons, une nouvelle couche, plutôt une nouvelle entité à votre maquette, comme ça, à votre configuration? Ouais, tout à fait, tout à fait. On peut rajouter des entités. Après, ouais, on peut rajouter des entités. Après, l'architecture a été pensée de manière à ce que logiquement, on n'ait pas besoin d'entités à rajouter et que plutôt les parties customisables soient les parties sur les côtés. Les entités, c'est ce qu'il y a ici en vert, enfin vert jaune. Logiquement, ça a été pensé pour qu'on n'ait pas besoin d'en rajouter, mais en soi, le code, tout est possible. Hein. Est-ce que les entités ils sont indépendants ou bien chacun, est-ce que, disons, en termes de configuration de code, est-ce qu'ils sont indépendants ou bien Ouais, ou pas? tout est indépendant. Ouais. Tout est indépendant. Enfin, bah voilà, je pense que c'est une bonne transition. Je vais vous montrer le code. Vous allez voir. Donc, en fait, le superviseur va orchestrer le tout. Donc, lui va dépendre de tout le reste, en fait. D'accord? Lui, ça va être l'orchestrateur. Donc, on va voir tout de suite dans le code. Tac. Vous voyez mon écran? Oui. Non, Ok. on voit pas. Pardon? En fait, on voit simplement le diapo, mais pas. Vous voyez mal? Non, je dis, on voit le diapo. L'architecture qui est là, Ah, environnement ok. d'exploration. On voit la diapo, Est-ce mais que vous tu n'es voyez peut-être mon pas pie chart? sur ton fenêtre de code. On ne voit pas une fenêtre de code. On voit Ah, juste la diapo, le Google Slide là. d'accord, ok. Ok, d'accord. Voilà. Est-ce que vous voyez maintenant? C'est bon. C'est bon? C'est bon, c'est bon. Alors, attendez, je vais juste enlever tout ça. Ah, ça, c'est chiant. Ok. Donc, vous voyez, ici, j'ai le superviseur qui est mon repo dans lequel je vais avoir mon domaine. Donc, ça, c'est ce qui va regrouper tout l'aspect métier. Donc, dans l'aspect métier, j'ai le use case. On retrouve le use case du superviseur dont je vous ai parlé. Les ports, ça va être les connecteurs type binary storage, metadata, model forward ou encore les caméras. D'accord? Et ici, dans Models, on aurait pu l'appeler entité aussi. On va retrouver les entités avec lesquelles on va jouer, c'est-à-dire les entités métiers. Donc, on va jouer avec une caméra, une décision, des stations. On retrouve l'item ici aussi. D'accord? Au niveau du superviseur, le superviseur, c'est quoi? C'est une classe qui va dépendre d'un metadata storage, d'un binary storage, d'un model forward, d'autres choses encore. D'accord? Et elle va les orchestrer. Et quand je vais dans, par exemple, ma classe model forward, c'est quoi? Comme je vous l'ai dit, c'est là où on met l'intelligence. Ce qu'on attend de cette classe, c'est juste qu'elle performe une inférence. C'est une classe abstraite qui doit performer une inférence. Et après, je vais avoir, en termes d'infrastructure, donc je vais avoir les adapteurs. Donc, par exemple, pour model forward, je vais avoir différents types d'adapteurs. Un fake model forward qui, lui, performe une inférence, renvoie aléatoirement des prédictions, ce genre de choses. Ça, c'est l'implémentation de mon model forward qui est un fake model forward. Bon, c'est peut-être un peu compliqué, model forward. Je vais peut-être prendre l'exemple plutôt de binary storage. Binary storage, c'est quoi? C'est un endroit dans lequel on veut sauvegarder des binaires et où on peut les requêter, les get. D'accord? Donc là, pareil, c'est encore des classes abstraites. C'est mon contrat d'interface, c'est mon port. Et ici, dans l'infrastructure, je vais pouvoir trouver les différents adapteurs. Donc, comme je vous le disais, il y avait le file storage, par exemple. Il y a l'Azure Blob Container. Le file storage, ici, j'implémente la fonction saveItem. Donc, elle respecte bien le contrat d'interface qu'on a codé dans binary storage. Et elle va les stocker dans un dossier spécifique. Voilà. Alors que la fonction Azure Container Binary Storage, elle va appeler un conteneur Azure sur lequel on va pouvoir stocker une image.
mais encore une fois, elle respecte le même contrat d'interface avec les mêmes fonctions. Et donc, on peut switcher de l'un à l'autre de manière indolore, quoi. Donc, c'est ça qui nous apporte l'adaptabilité, la flexibilité de nous adapter aux clients et d'avoir vraiment une brique hyper customisable. Bon, je ne vais pas rentrer plus dans le code. Je vais vous faire une petite démo. Donc, je vais vous montrer notre plateforme. Donc, sur la plateforme, on a un petit Vue.js, une interface qui nous permet de lancer une inspection visuelle sur un objet. D'accord ? Pour ce faire, j'ai besoin de setter une configuration. Je vous avais dit que tout était paramétré par une configuration. Donc ici, je vais en sélectionner une configuration qui va nous spécifier le type de caméra, les modèles à utiliser, les règles business à utiliser. Je valide. Ici, on voit qu'on va utiliser une fake caméra. Donc, c'est quoi? Ça va être une caméra qui… Alors, je pense que tu n'es pas sur le bon écran là. On voit toujours ton PyCharm là et tu as dû changer d'écran. Désolé. Je vais juste partager mon écran entier, comme ça vous allez pouvoir plus me suivre. Je suis désolé. Vous voyez mon écran, le Vue.js là? C'est bon là, ouais. Voilà, désolé. Donc, comme je vous le disais, je vais d'abord sélectionner une configuration. Configuration qui va spécifier le type de caméra, le type de modèle, les règles métiers, ce genre de choses. Ici, j'ai une caméra type fake, donc c'est-à-dire, comme je vous le disais, une fake caméra, c'est une caméra qui va aller chercher dans un dossier aléatoirement une photo. Et j'ai un modèle qui va détecter si j'ai un masque sur la figure. D'accord ? Masque ou no masque. C'est un modèle qui a 2 classes. Et donc, quand je fais trigger ici, on voit qu'il fait d'abord, vous voyez, l'orchestrateur, il fait la capture, il sauvegarde les binaires, il fait l'inférence, il applique la règle business pour avoir la décision, et ensuite, il set l'item à done. Donc là, on voit que la personne a bien un masque, donc il dit « OK, elle a un masque ». Je peux retrigger. Donc là, elle n'a pas de masque, donc la règle business dit que s'il n'a pas de masque, ça doit être KO. D'accord ? Donc derrière, j'ai un modèle machine learning qui détecte ça. Donc ça, c'est avec une fake caméra. Alors maintenant, si j'ai envie je me dis, bah non, mais j'ai envie d'utiliser une vraie caméra, je vais utiliser la webcam de mon Mac. D'accord ? Donc je vais faire un git checkout. Je vais aller… Attendez 2 secondes. Attendez 2 secondes. Je vous fais une petite pause d'arrêt de partage. Je suis désolé pour ça. Pour 1 minute. N'hésitez pas si vous avez des questions d'ailleurs. C'est le bon moment. Là, en gros, ce que je vais faire à la suite, c'est que je vais utiliser la webcam de mon ordinateur pour faire l'inspection visuelle. D'accord ? Au lieu de faire une fake caméra, je vais implémenter la webcam du Mac en termes d'adapteur. Donc, OK, je vais pouvoir vous repartager. Partager l'écran. Git checkout. Vous voyez mon écran ? Vous voyez mon écran ou pas? Oui, c'est bon, on est sur PyCharm là, on voit ça. OK. Donc là, ici, on peut voir ce que j'ai implémenté finalement. Regardez, ici, il y a une nouvelle qui s'appelle Mac Camera. Tout à l'heure, elle n'y était pas, d'accord? Et qu'est-ce qu'elle fait, cette Mac Camera?
Tout à l'heure, j'ai utilisé la fake camera qui faisait une fonction de capture, donc qui prenait une image random dans un dossier. OK. Encore une fois, cette fake caméra, elle respecte le contrat d'interface de caméra, c'est-à-dire avec une fonction capture et une fonction apply setting. C'est tout ce qu'on lui demande de faire. Et ici, dans mon infra, j'ai ma fake caméra qui respecte bien ce contrat d'interface, qui prend une photo, donc qui va, la fake, comme je disais, elle va dans un dossier et elle prend une photo aléatoire. Donc, elle nous renvoyait un de mes collègues avec son masque. Maintenant, la Mac Camera, qu'est-ce qu'elle va faire? Bon, on voit l'implémentation technique qui n'est pas forcément intéressante, mais elle utilise OpenCV pour déclencher une prise de photo à l'aide de la webcam. Donc, on va relancer. Ah oui, je dois sûrement faire un install. Je dois installer CV2 sur ma machine. Bon, désolé pour ces petits temps d'adaptation, hein, je fais un peu la démo en live. Donc là, on dirait que l'application est partie. Donc si je retourne ici. Non, elle n'est toujours pas partie là. Ah voilà, là, elle y est. Donc voilà, ici, vous voyez que j'ai une nouvelle configuration avec une caméra de type Mac Camera. D'accord? Donc, c'est une nouvelle configuration. On a toujours le même modèle, on a toujours le même. C'est exactement la même chose, c'est juste qu'on a changé le type de caméra. J'ai créé un nouvel adapteur. Et vous voyez, en un fichier, j'ai créé un nouvel adapteur qui se met dans la nouvelle config. Je peux valider. Et maintenant, je vais pouvoir prendre une photo. Est-ce qu'il va. Là, je ne sais pas, vu que j'ai la caméra qui est active, est-ce que ça va marcher? Ça me paraît. Ouais, peut-être que ça ne marche pas parce que j'ai la caméra d'allumer. Je suis désolé. C'est pas grave, sinon tu peux continuer. Sinon, Oui, bah, tu éteins ta caméra sur Zoom pour voir si ça va marcher. potentiellement, ouais. Arrêtez la vidéo. Bon, je suis désolé, ça n'a pas l'air de marcher. Bon, c'est tout. C'est l'effet démo, on va dire. Bon, c'était supposé me prendre en photo et appliquer le modèle de machine learning dessus. Je suis un petit peu déçu. Mais bon, c'est tout, c'est l'effet démo. Voilà, je vais revenir à la présentation. Donc, ce que je voulais vous montrer là, c'est que, bon, malheureusement, ça n'a pas fonctionné, mais c'est que grâce à cette architecture hexagonale, voilà, on a ajouté quelques lignes de code, ici une classe, qui nous respecte toujours l'interface, donc le port caméra, qui permet d'implémenter une prise de photo par webcam. D'accord? Et donc voilà, aujourd'hui, la plateforme, la cible, c'est d'avoir une prise, un déclencheur qui
peut être soit via un Vue.js, comme je vous l'ai montré, soit via une pédale ou un bouton, soit via un PLC, un protocole OPC-UA. Donc ça, c'est ce qu'on trouve dans les usines. Généralement, c'est ce qu'on trouve sur les machines, qui va déclencher notre superviseur, qui lui va enchaîner les différentes étapes, à savoir ici la capture, l'enregistrement des binaires, l'inférence, la prise de décision et la restitution, donc la restitution à notre outil industriel, quoi. Donc voilà. Aujourd'hui, nous, ce qu'on a déployé, c'est une interface sur Vue. Ici, on a tout codé en Python et tout est dockerisé. On a déployé la solution sur des Raspberry Pi pour être au plus proche de la ligne de production en termes de décision. Au niveau de l'inférence, on a déployé un modèle TensorFlow et TensorFlow Lite, qui sont des modèles spécifiques pour des petites capacités de calcul, on va dire, tout ce qui est mobile, tout ça. Et ici, sur les stockages de binaires et de metadata, on a déployé sur Azure, donc sur un blob storage Azure. Et à terme, l'idée, c'est qu'on soit cloud agnostique, qu'on puisse déployer notre solution à la fois sur Azure, AWS ou GCP, qu'on soit aussi ML agnostique, qu'on puisse héberger soit un modèle TensorFlow, un modèle Scikit-learn, un modèle PyTorch, qu'on soit compute agnostique, qu'on puisse déployer soit sur une instance NVIDIA avec un GPU, soit sur du CPU, qu'on soit aussi agnostique du capteur, donc savoir la caméra, qu'on puisse prendre n'importe quel type de caméra. Voilà, donc comme je vous le disais, ce choix d'architecture, il a été fait encore une fois pour être le plus flexible, le plus adaptable à l'architecture et aux contraintes de nos clients. Et donc, c'est pour ça qu'on le veut agnostique d'à peu près tout. Voilà, je vous ai fait la démo et je vous remercie de m'avoir écouté et je vous remercie de votre attention. J'espère que c'était clair. Et n'hésitez pas si vous avez des questions en tout cas. Ok, merci beaucoup, Louison. Donc, la parole est à la salle. La parole est à la salle pour les questions. Non, je pense que c'est bon. On n'a pas de questions. Si. Tout est clair. Ok, super. Est-ce qu'en ligne, ouais, je ne vois pas de questions forcément. Bon, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, je crois que je sais pas, l'intervenant suivant est en train de se connecter, de toute façon. S'il vous plaît, si je peux me permettre. Oui, allez-y, oui. Sur la mise en place de tous les systèmes, genre les outils utilisés, si j'ai bien vu sur le dernier diapo, j'ai vu un Raspberry Pi, si je ne me trompe pas. Et j'ai vu d'autres capteurs qui sont un peu en haut dont je n'ai pas pu les identifier. Si vous pouvez faire la liste des matériels utilisés. On a déployé, en termes de Edge, on a utilisé des Raspberry Pi. Sinon, après, on utilisait, en termes de soft, on utilisait Docker pour containeriser les différentes solutions. Le code, il est fait en Python. Et au niveau du machine learning, on a utilisé TensorFlow pour entraîner nos modèles. Je vous ai aussi parlé de Azure Blob Storage. C'est une solution packagée d'Azure sur laquelle on peut stocker des fichiers sur le cloud. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, bon, c'est bien répondu. Donc, si je résume bien, un Raspberry Pi, vous avez utilisé Docker pour, je sais pas, le déploiement ou je ne sais pas quoi. Ouais. Bien. Et Azure Machine Learning, Azure quoi? Non, Azure, Azure sur Azure, Blob. il y a tout. Hein. Sur Azure, il y a tout, tout est imaginable. Nous, on a utilisé la solution de Blob Storage, qui est un stockage une solution de stockage de fichiers, quoi. Comme un Drive Google qu'on peut utiliser. Là, c'est pareil sur Azure et c'est fait pour stocker des fichiers, on va dire.
Ok, ben, merci beaucoup. C'est vrai que c'était un peu technique. Peut-être qu'on a perdu quelques participants, mais c'était très précis. C'est intéressant en tous les cas de voir la façon dont on mettait en place le système pour qu'il soit adaptable, pour qu'il soit configurable en fonction des différents clients. C'est pas évident de comprendre ça en détail sur évidemment une intervention qui est Ouais, bien sûr. très limitée dans le temps. Merci Louison, merci beaucoup en tous les cas pour ta participation à cet événement et pour cette présentation qui montre un peu voilà, ce qu'on peut faire en termes d'inspection dans l'industrie et qui est très importante pour arriver à évidemment améliorer la qualité de la production en général. Donc, je propose que tous ceux qui sont là en ligne et sur place, on applaudisse en tous les cas notre intervenant. Merci beaucoup. Merci On ne demande beaucoup. pas tant, Merci on ne demande pas tant. beaucoup.